Les Chiens de la Casse, 19 avril en salle, on peut applaudir Jean-Baptiste Durand, Anthony Bajon, Raphaël Quenard et la compositrice Delphine Malocena. Festival musique et cinéma, on va parler de musique d'abord. Et bien pour commencer sur la musique, Jean-Baptiste Durand, tout simplement, première question logique, c'est la rencontre. Comment la rencontre s'est faite avec Delphine ? Alors avec Delphine, on s'est rencontrés dans le cadre d'une micro-résidence qu'il y avait au Moulin d'Andé où j'écrivais mon film. Il y avait une rencontre réalisateur-compositeur, on pitchait nos films, eux nous faisaient des propositions pendant la nuit, je crois, hein, sur les films qu'ils avaient envie. Il y en a qui se sont pris des vents et puis d'autres réalisateurs qui ont été pris par plein de compositeurs. Moi j'en avais pas beaucoup, mais Delphine faisait partie des films que j'avais choisis. Et ils se présentaient, on se présentait, puis il y a eu un vrai crush artistique. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Puis le parcours, elle était ingénieure du son avant, il y avait une vraie intelligence. Je sais même pas si les morceaux que j'avais entendus, c'est pas ça particulièrement qui m'a donné envie, mais plus le rapport qu'il y avait au cinéma et au son en particulier. Le parcours, il y avait quelque chose d'hyper éclectique, d'hyper large, et une intelligence qui semblait se dégager de cette personne. Et puis on a beaucoup discuté aussi, et il y avait une espèce d'évidence, je crois, mutuelle. On s'est revus plein de fois, sans vraiment de promesses, mais du coup l'évidence venait. Et puis on a parlé de la musique. Et L'émergence. voilà. Et puis après on a fait la résidence émergence, mais ça pareil, j'étais lauréat d'émergence en réal. Il se trouve qu'elle était chez les compositrices et compositeurs. Du coup j'ai fait banco, on va tester vraiment de manière effective 1 an ou 2 avant de tourner le film. Et on a testé ce violoncelle solo avec ces 2 lascars. Très bien. Pour voir si ça fonctionnait, parce que l'idée était un peu potentiellement saugrenue. Ouais. Et on a trouvé que ça fonctionnait suffisamment pour conduire ça. Très bien. Et Delphine Malocena, alors quel a été ton premier contact avec le film ? Quelle est la source d'inspiration première ? Il y a une dureté, évidemment, une dureté on en parlera après avec les acteurs, il y a cette dureté entre ces jeunes. Et j'ai l'impression que la musique, au contraire, elle cherche la tendresse. Est-ce que ça a été l'intention ? Ben ouais, la musique, le premier contact, ça a été vraiment la lecture du scénario, mais assez tôt quand même, hein. J'ai eu le scénario très tôt. Et le premier contact, ça a été l'essai qu'on a fait lors de Émergence. Voilà, j'avais déjà le scénario en tête. Et c'est Jean-Baptiste qui a eu envie de composer, que je compose pour violoncelle et chœur. Donc ça faisait vraiment de toi. Et en effet, ce que tu dis, moi j'ai essayé un peu de retranscrire le sous-texte de nos personnages incroyables, c'est-à-dire les émotions qu'on ressent, qui ne sont pas forcément dites. Je me suis vraiment calée là-dessus. Et aussi, une autre inspiration, ça a été le lieu, le village. On avait envie que la musique reflète ce lieu, cette arène, en fait, aussi. On avait parlé du vent, tu te rappelles, pour le chœur. On voulait que ce soit le vent qui passe dans les ruelles et qui revient, etc. Donc, il y avait plusieurs inspirations. Et Delphine Malocena, avant de faire donc la musique de long métrage, comme récemment par exemple En plein feu avec Alex Lutz de Quentin Renaud, vous étiez à la fois violoniste de formation, des classes d'orchestration et d'écriture, mais aussi ingénieur du son. En quoi le son du film a aussi été une inspiration ? Le son du film, ça a été une grosse inspiration parce que déjà j'ai travaillé avec l'ingénieur du son, qui est Hugo Rossi, et qui a composé toutes les parties rap. Donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a un vrai rappel dans les parties rap et la musique vraiment score. Il y a des reprises du thème. Donc le lien avec le son et la bande sonore en général était assez fort. Enfin, moi, en général, j'aime bien travailler avec penser le son d'une manière générale, quoi. Le choix du rap, d'ailleurs, paraissait évident, Jean-Baptiste ? Oui. Oui, complètement. Et le travail avec Hugo, c'est la musique qu'on écoutait. C'était notre bande originale, le rap, on écoutait beaucoup. Et quelque chose que je peux rajouter par rapport à la musique, moi j'ai été vraiment gros auditeur de rap, je le suis toujours, mais je suis un peu resté bloqué moi dans les années 2000. Et le rap, il y a beaucoup d'utilisation des samples funk et classique. Et le classique fait vraiment partie du rap, notamment marseillais. Et c'est vrai que c'est un film qui est assez écrit, avec des punchlines. Et juxtaposer une musique plutôt classique avec du violoncelle, des chœurs et des dialogues assez écrits comme ça, c'était presque rap aussi dans sa conception. Donc même pour moi, quand il y a du classique, la musique de Delphine, on est aussi pas loin de ça. Et oui, le rap, on a travaillé avec des rappeurs
avec lesquels on avait déjà d'ailleurs bossé avec Hugo avant. Mhm. Des gens de Montpellier, on a vraiment choisi des personnes en particulier, on a travaillé même les textes en orientant. Mhm. Et voilà, c'était le... En fait, c'est un rapport au mot qui est aussi le, très important pour Miralles. Il y a la lecture, mais il écoute du rap et je sais que moi, je suis arrivé à la lecture par le rap. C'est ça qui m'a donné la passion des mots. J'écoutais beaucoup de rap marseillais, Akhenaton. Et donc le rapport aux mots était hyper important. Donc effectivement, j'aurais pu leur faire écouter d'autres musiques, mais ça me paraissait hyper important que ce soit des rappeurs aussi un peu à l'ancienne, c'est-à-dire des rappeurs qui sont restés dans ce rap boom bap, quoi. Et Delphine a donc pris ce rap pour... alors comment ça s'est passé? Voilà la collaboration avec Hugo Rossi, qui est l'auteur des morceaux rap, avec cette belle convergence finalement entre les rap et ta musique, avec le thème au violoncelle qui se retrouve au générique de fin. Comment vous avez collaboré ensemble? Est-ce que il a fait ses morceaux de rap et ensuite a ajouté tes cordes ou ça s'est fait ensemble? Bah déjà, on a beaucoup parlé ensemble, on a imaginé des choses ensemble et concrètement, je pense que c'est lui qui m'a demandé des samples. Donc moi, je lui ai donné ce que j'avais fait, notamment les enregistrements avec Henri de Marquette, le violoncelliste, et lui, il les a intégrés dans le rap. Donc c'était plutôt dans ce sens-là. Très bien. Voilà. On parle de mots, on parle des paroles des rap, Ouais. et c'est un film très dialogué, on y reviendra avec les acteurs. Pour un film très dialogué, souvent, la musique, c'est très délicat, le placement musical, comment elle intervient avec des dialogues. Le placement a été aussi le fruit d'une discussion, j'imagine? Alors là, je peux que applaudir Delphine parce que elle a fait quelque chose. Je sais pas, j'ai pas beaucoup bossé avec beaucoup de compositeurs, mais elle a été d'une disponibilité absolument incroyable pendant le montage. Et en fait, on testait en permanence des choses. La monteuse, je l'appelais DJ Perrine parce qu'on prenait la musique, on la retrafiquait, on la raccourcissait à la truelle, on envoyait à Delphine. Et vraiment, chaque semaine, quasiment, il y avait au moins 1, 2 ou 3 journées où on faisait des allers-retours. Donc, en fait, pour voir si ça marche, on teste, hein. Je ne suis pas un intellectuel qui théorise, vraiment, on est dans la pratique. Et du coup, c'était grâce à une disponibilité aussi, un ego qui était loin. Et du coup, c'était très pratique. Parce que vraiment, on pouvait se dire les choses et même si on tentait des trucs des fois un peu ridicules, mais voilà, ça s'est vraiment passé comme ça. C'était un travail de collaboration totale. Et je t'avais envoyé des captures d'écran du tournage pour que pendant les vacances de Noël, ça puisse turbiner un peu. Et dès la première semaine de montage, j'avais déjà des propositions de musique. Je crois que tu avais fait, je sais plus, 17 morceaux, un truc comme ça. Mais un gros travail. Donc c'était, voilà, j'avais à peine commencé à monter le film, il y avait déjà des musiques très cohérentes parce que tu avais vu tous les rushs. Donc Très bien. d'une générosité impressionnante. La qualité de cette collaboration, la qualité de ta musique, Delphine, c'est aussi très souvent la meilleure musique de film est une musique qui vient compléter le film, qui vient dire autre chose que ce que l'on voit. Et notamment une scène, je trouve, où l'utilisation musicale est vraiment belle, c'est la scène de la boîte de nuit. C'est-à-dire que là, on n'entend pas la musique de la boîte de nuit. Il danse sur quelque chose, mais on entend ton violoncelle. Donc la musique trace comme ça l'émotion intérieure des personnages. C'est à la fois finalement l'amitié entre les deux jeunes hommes et aussi l'histoire d'amour, évidemment. Ah oui, là, pendant cette séquence, on avait vraiment envie que le son passe du son de la boîte de nuit au score, quoi, et qu'il emplisse la scène, en fait. Et là, pour le coup, le violoncelle, il retranscrit vraiment l'histoire d'amour et le baiser. Ouais. Donc ça, c'est hyper inspirant, quoi, à faire. Et au mixage, c'est intéressant, quoi, de passer de l'un à l'autre. Et puis il y a la pianiste évidemment qui est ici, qui en fait joue vraiment le piano du film, Evelina Pitti. Qui est donc voilà, Evelina Pitti qui est une pianiste donc qui joue. Je suis pianiste voilà. et c'est une histoire vraiment d'affection qui m'a conduite jusqu'à Jean-Baptiste. C'est une de mes anciennes élèves qui travaille en Suisse et je ne sais pourquoi, qui a vu un casting. Elle m'a téléphoné en me disant « Madame Pitti, c'est pour vous ». Alors, je plaisante, moi j'ai jamais joué dans un film, je ne vais pas commencer à mon âge. Elle m'a dit « Oui, mais je vous assure, c'est pour vous ». Et puis d'histoire en histoire, disons que j'ai un peu traîné avant de t'écrire, Jean-Baptiste, et puis ça s'est fait. Je me suis rendu compte que tu aimais beaucoup la musique et que tu t'y connaissais beaucoup en musique classique, et aussi par la proximité de Henri de Marquette, qui est un ami aussi, le violoncelliste, et
qui est ton parent proche. Donc on a concurremment travaillé pour toi et j'ai été très heureuse de faire partie de ce tournage. Voilà. Pour moi, ça a été une découverte. Et de ces 2 garnements qui sont délicieux, je dois dire. Belle transition pour parler des acteurs. Par rapport donc au personnage de Chien de la Casse, comment quelle a été l'approche pour ce rôle que moi je qualifierais de mauvais garçon avec une tendresse sous-jacente. Eh ben, c'est bien qualifié. L'approche, de quel type d'approche tu veux parler? Est-ce que tu veux parler du type d'approche de Jean-Baptiste pour qu'il me prenne dans son film? Par exemple. On s'est approché. Moi, je participais à des exercices d'improvisation dans une association qui s'appelle 1000 Visages. Et il y avait une dame qui s'appelait Halima Wardiri qui écrivait un film dans une résidence d'écriture qui s'appelle le Groupe Ouest, que vous connaissez certainement vu que vous êtes pour la plupart des professionnels du cinéma. Et donc, cette dame, elle savait que Jean-Baptiste écrivait ce film. Elle m'a dit, ce rôle-là, il est pour toi. Et du coup, j'ai commencé à traquer Jean-Baptiste, à commencer par une petite séance de projection d'un de ses courts-métrages dans une rue adjacente aux Champs-Élysées. Et je suis allé lui rendre visite pour lui serrer la pince. Et de ce serrage de pince, on a découlé moult écrits de messages sur Facebook, à la suite desquels il n'a pas répondu, pas donné de réponse. Voilà. Il m'a copieusement évité, esquivé. Et ensuite, il me disait... T'inquiète, dans 6 mois, je vais refaire peut-être des castings, des trucs. Et moi, je lui ai réécrit. Et un jour, je lui ai réécrit au moment où il faisait le casting de ça. Et puis, avec Anto, on s'était rencontrés sur un film, La Troisième Guerre. On se connaissait. Moi, il y avait plusieurs connexions et tout ça qui s'était fait. Et du coup, il m'a fait passer le casting. Mais peut-être obtient la version de JB. Elle sera peut-être un peu moins confuse que la mienne. Je sais pas si... C'est à peu près ça. À part que des vues, non, je réponds aux messages, malheureusement. Et du coup, je donnais un... En gros, je bottais en tout. Je disais, réécris-moi dans 6 mois. Mais 6 mois, jour pour jour, à 8h du matin, il me réécrivait, ce con. Mais quand même, je m'étais un peu renseigné sur cet énergumène qui me suivait. Et on m'avait dit, il y avait aussi Emma Benestan, qui te connaissait bien, qui m'avait dit, il est super drôle. C'est pas faux. Très bon en impro, mais moi, je cherchais vraiment des comédiens parce que j'avais un texte et... Voilà, quelque chose d'un peu fin que je cherchais. Et voilà, et je me suis dit, bon, 6 mois, ça a dû durer 1 an et demi, voire 2 ans. Et à la fin, je me suis dit, au pire, je perds 1 heure au casting. Au mieux, je ris. On verra. Et j'ai vu. Et Anthony nous a généreusement accepté d'être là sur tous les castings des Miralles parce que je cherchais un duo et je ne m'imaginais pas chercher Miralles sans avoir Dog. C'est vraiment le point de départ, ça a été Dog. Et voilà, quand je les ai vus ensemble, les deux dans la pièce, il y a eu une osmose qui était évidente. Voilà, c'était trop beau. Si je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose. D'abord, Marseille va égaliser en 1. Et de 2, en fait, j'ai eu la chance d'être avant Raph, en effet, sur le casting. Et j'ai dit à JB, il faut absolument que tu le rencontres. C'est le mec qui me fait le plus rire au monde. Et c'est la meilleure chose qui va arriver à ton film. Et voilà. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, ça se trouve, ça aurait été mieux avec un autre acteur, mais on peut pas le savoir. Hein. C'est vrai. Ça se trouve, avec un autre acteur meilleur, ça aurait été mieux, mais on peut pas le savoir. Bah ouais, mais faut pas niquer ce que je dis. S'il y a des questions pour les acteurs, pour le réalisateur, n'hésitez pas. Hein. Et puis évidemment, pour la pianiste dans le film, oui. Merci. Alors, il est doué pour l'improvisation, mais ça peut aussi être... des fois, nos meilleures qualités sont nos pires béquilles, quoi. Et non, le film était très écrit, c'était une volonté. Dans le cours, je me suis aventuré sur des choses beaucoup plus improvisées. Et dans ce long, je voulais vraiment revenir à quelque chose de tenu à l'écriture. Et Miralles, il préexistait avant Raph. Et quand je l'ai rencontré, j'ai eu le miracle d'avoir quelqu'un qui corresponde vraiment au rôle et qui était capable de rentrer dans les chaussures avec une aisance épatante. Et ce qui m'a... Quand je fais des castings, je prends du temps.
C'est pas un casting d'un quart d'heure avec une directrice de casting et moi je suis chez moi. C'est vraiment je suis là tout le temps et ça passe 1 heure et demie en fonction des gens. Et du coup je fais de la lecture, du texte où je dis vas-y, je change un peu comme tu veux, puis de l'impro sur la scène, puis de l'impro pure. Donc je vois. Et ce qui était très impressionnant chez Raphaël, c'est que il avait un sens de l'impro qui se connectait complètement à la rythmique du texte. Et il savait aussi, dans ses improvisations, créer du silence. Il n'était pas toujours à dire des choses cool. L'impro, c'est pas que bavarder. Et du coup, j'ai vu que ces possibilités d'improvisation étaient déjà très intelligentes par rapport au texte, même dans le vocabulaire employé. Enfin voilà, c'était pas juste un clown. Et donc sur le tournage, l'enjeu, ça a été de tenir le texte. Des fois, ça donnait envie d'improviser, mais on essayait toujours de revenir au texte. Et puis, on lâchait après, progressivement. Si j'avais 2 prises, 3 prises qui me convenaient avec le texte, on allait un peu plus loin, il pouvait s'approprier. Et puis, si vous étiez sage, c'était carte blanche. Et donc après, au montage, il s'est agi des fois de prendre des pépites magiques qu'avait offert Raphaël, ou même Anthony, hein, parce que tout le monde était cohérent. Ça, c'était mon travail aussi, d'essayer de trouver une cohérence. Mais je suis plutôt revenu à quelque chose d'assez écrit. Je pense qu'à peu près 80% du film est écrit. Mais c'est formidable pour moi, c'était vraiment un délice. Je pense, Ellie, je sais pas comment tu as travaillé avec eux, mais c'est un délice d'avoir des acteurs aussi intelligents et qui en même temps respectent aussi le projet sur lequel ils sont et qu'on puisse. Enfin, c'est un bras de fer, c'est génial, ça crée des étincelles et voilà. Je sais pas si je vous ai répondu, madame. Ouais, pervers narcissique, non, c'est un mot qui est à la mode et puis c'est un vrai truc, pervers narcissique, et il me semble pas qu'il soit dans le chaud-froid. Il est rarement dans le chaud d'ailleurs. Il dit, enfin, tu vois. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est rempli d'amour, mais qui est d'une maladresse sans nom, et qui va être brûlé de douleur, et qui va du coup encore plus être maladroit. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas s'aimer. Et après, le personnage de Miralles, oui, il est complètement antipathique, puis il nous est a priori un peu sympathique, et on oscille. Et l'idée, c'était de faire un portrait nuancé. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours comme ça. Et dans un monde qui manque cruellement de nuances aujourd'hui, je trouve, moi, je suis effrayé dès que j'ouvre la télé et que j'entends les gens. C'est vraiment le bien, le mal, les gentils, les méchants. C'était l'idée de faire un film presque sur la nuance, quoi. C'est quand il est avec sa mère, il est comme ça. Quand il est avec lui, il est comme ça. Quand il est avec son groupe de potes, il est comme ça. Quand il est mal, il est comme ça. Et du coup, ça peut paraître un portrait complètement éclaté et impressionniste. Mais au final, on a, j'espère en tout cas, une forme cohérente. Et c'est juste son émotion, sa douleur, son amour qui va s'exprimer de différentes façons. Mais je pense que à tous les endroits, c'est quelqu'un qui cherche à grandir, qui se débat, qui se cherche, qui du coup... Et c'est aussi un film que j'ai écrit sur l'idée de changer, quoi. C'est quelqu'un qui va devoir changer pour devenir adulte, et la première chose qu'il veut faire, c'est changer son pote, changer sa mère, changer son chien, ça c'est plus... délicat, changer son monde, et en fait il doit juste changer son regard et se changer lui, et par infusion ça va créer potentiellement du positif. Donc à la fin, pour moi, il est outillé, mais c'est pas un grand changement, c'est un micro changement. Bah, vu qu'on est à Aubagne, je vais essayer d'être honnête. Ah putain, On le fait tous, hein. on en est tous là. vu qu'on est à Marseille, pardon. Déjà, c'est vraiment... j'ai un rapport à l'émotion un peu bizarre. Moi, j'arrive pas à pleurer. J'ai pas dû pleurer depuis 20 ans. Donc, je pense pas que j'ai essayé de faire soutirer une quelconque émotion. Vraiment, c'est moi qui suis bizarre, hein, c'est pas le film. Mais j'ai pas essayé d'émouvoir dans telle scène ou telle scène. C'est malgré moi ou malgré les comédiens. Et c'est même, pour revenir à la musique de Delphine, le projet presque de la musique, c'est qu'il y a une énorme pudeur. C'était le mot que je répétais sans cesse au chef opérateur. D'ailleurs, je t'ai fait faire la chose la plus forte en émotion pour te filmer de dos. Tu m'en veux encore aujourd'hui. Mais du coup, la musique venait dire ce que les personnages cachent par pudeur. Donc la pudeur de Miralles, c'est ses blagues. La pudeur de Dog, c'est ses silences. Et du coup, là où je vais pas mentir, c'est que la scène du piano, à la base, je pense qu'elle se coupait sur les 2 premières notes.
Donc il venait voir Evelina. D'ailleurs, c'était même pas pour récupérer les zézettes. Je crois qu'il réparait le tabouret parce que le tabouret tanguait. Donc elle disait, est-ce que tu peux m'aider? Je peux pas me baisser. Donc il réparait le tabouret. Et elle commençait à jouer. Et puis moi, qui suis très pudique, j'étais là, oh là là, ça va être trop émouvant. Alors on coupe. Et en fait, j'ai rencontré Evelina Pitti, pardon, qui est une merveilleuse pianiste. Et puis quand je fais les castings et que j'ai pas de réplique, je fais moi-même Miralles. J'ai fait Dog, j'ai fait Malabar même. C'est pas une blague, hein, il y a une photo. Et du coup, c'est con, mais on se met dans la peau des personnages quand on fait ça. Et Evelina a joué cette tempête, mouvement numéro de Beethoven. Et du coup, je suis resté à écouter. Donc du coup, bah, c'était évident qu'en fait, c'était potentiellement un moment fort. Et je me suis dit encore avec pudeur, non, mais je la couperai au montage. Et puis au montage, c'était pas possible et ça racontait quelque chose de voilà qui fonctionnait avec ce rythme-là. Et puis après, au moment où j'ai coupé la scène, j'ai dit non, je l'ai mis dans la voiture aussi. Et elle appartient aux deux. En fait, cette voisine, c'est un peu le sang des deux frères qui circule dans les veines. Je trouve qu'il y avait un truc comme ça où elle est entre les deux. Ils entendent chacun l'un chez l'autre la musique de la vieille dame. Et donc, c'était un moyen de les réunir aussi. Donc ça, c'est un truc qu'on a trouvé au montage avec Perrine Beckart. Et l'autre scène, c'était quoi? Ah oui, la Balababar. Ben, celle-là, elle est vraiment venue hyper tard. Hein. Mais elle est trop forte. Ah bah oui, elle est trop forte. Bah. Ouais, je sais. Je pouvais que admirer. Tu m'as laissé la vie, d'ailleurs. Il faut le dire. Je t'ai laissé? La vie? Je t'ai laissé la vie, oui. Oui. Je devais mourir au début. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'elle était vieille. C'est vrai que tu avais accepté de mourir. Parce que... Oui, bah il y a eu plein de... J'ai vraiment bousculé avec une productrice merveilleuse qui m'a fait confiance aussi pour ces choses qu'on bouscule, qui sont a priori fortes au scénario. Et puis 2 jours avant de les tourner ou pendant la prépa, on dit je vais les enlever. Et pour la balle à Babar, je l'ai vraiment trouvé très proche du tournage. Je crois que j'ai eu les financements sans ce truc, mais avec le co-scénariste, on savait qu'il fallait quelque chose à l'enterrement qui était un peu littéral. Et il y avait une tentative poétique par l'humour dans le film. Et en fait, c'est quand Anaïs, la productrice, m'a dit il faudrait au début peut-être impacté par quelque chose qui contienne le projet du film, autre que par cette scène naturaliste à la place haute, que j'ai écrit une scène qui n'est pas finalement dans le film, où il était sur la plaine et il chantait cette chanson. Parce qu'en fait, c'est là que je suis un peu Miralles, je chante vraiment à mon chien et à mon chat des chansons, comme ça. Ça m'amuse, je leur fais bouger la tête et voilà. Et du coup, j'ai eu cette idée-là, et finalement, je l'ai remise dans la plaine, et je l'ai tirée comme une espèce d'éloge funèbre. Mais à un moment donné, j'avais même écrit une éloge très con, où il parlait à Malabar en disant bah, « t'as été un chien comme ci, comme ça ». Et donc, c'était ça qui était la bonne chose. Mais des fois, on les trouve tard, les choses. Hein. Mais si on n'a pas Raphaël... En fait, c'est quand on a les décors, les comédiens, il y a le chien aussi qui est un personnage. Quand j'ai rencontré Malabar, j'ai réécrit le rôle. Non, mais c'est con, mais il aimait beaucoup jouer avec les balles. C'est des individus, les chiens. Donc en fait, ça ne pouvait éclore que... Il y a des choses qui ne peuvent pas éclore au scénario tant que c'est du fantasme. Et Anthony, pareil, ma rencontre avec Anthony, avec pareil, être humain formidable, acteur formidable, ça a complètement infusé le rôle de Doc parce qu'on s'est rencontrés quasiment 2 ans avant de tourner le film. Ouais, ben ça c'est... J'ai pas choisi, c'est que moi j'ai grandi là-dedans et cette histoire elle avait pas lieu ailleurs. Moi quasiment tous les courts-métrages que j'ai fait les Beaux-Arts avant, je dessinais mes potes et quand j'étais au village avec mes copains, on était ados et on avait l'impression que seuls les films de banlieue nous représentaient alors qu'on n'était pas du tout des banlieusards. Les films sur la campagne, j'avais l'impression que c'était pas nous non plus, c'était la ruralité hyper profonde, paysanne. Et j'avais l'impression qu'il y avait complètement un vide de représentation, que ce soit dans les arts plastiques, dans le cinéma, dans la littérature. Et donc naturellement, en fait, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai eu besoin de dessiner ces portraits de groupe, ces amis, cette amitié aussi qui est vraiment très singulière dans ces petites arènes. Et naturellement, quand j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des courts-métrages, d'ailleurs celui qui était à Aubagne, c'était vraiment Aubagne avant.
était là-dessus. Et donc voilà, c'était hyper important, c'était un geste politique de mettre en lumière et nécessaire cette jeunesse de village périurbain, parce qu'on a l'impression qu'en banlieue, il n'y a que des jeunes. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films sur les vieilles personnes en banlieue. Dans les villages, il n'y a que des vieux. Donc on a l'impression que la jeunesse française, on a l'impression que la jeunesse de banlieue, elle a certains codes, mais en réalité, c'est la jeunesse française qui a ces codes-là. C'est juste qu'on ne les voit pas. Donc nous, on ne se prend pas pour des banlieusards. On a les mêmes codes que tout le monde. On écoute du rap, on se bagarrait, il y avait le shit, il y avait l'ennui, il y avait les punchlines et l'ennui qui faisait qu'on racontait de la merde et qu'on faisait de la merde. Enfin voilà, c'est la jeunesse française. Et c'est ça, on est vraiment on est une majorité, c'est 80% de la France, la ruralité, la périurbanité. Ouais, c'était assez bizarre de voir ça. Mais là, récemment, enfin, en littérature, ça apparaît. Il y a Leurs enfants après eux. Il y a Fief aussi, qui est vachement bien, de David Lopez. Donc, je sais pas. Mais moi, j'aurais pas raconté autre chose, en tout cas sur un premier long. J'ai bien entendu, et c'est une réponse, et merci beaucoup de l'avoir... Merci. Je crois qu'on doit bientôt libérer la salle. Peut-être... Pardon ? Il faut dire un mot sur Galatea qui a été délicieuse. Elle est exceptionnelle, en plus elle a failli venir. Elle était bloquée par les grèves. Elle est extraordinaire, Galatea. C'était on avait Anthony et Raphaël, et pareil, ils ont eu l'amitié de m'accompagner longuement sur les castings de Elsa, et elle était très diffuse à l'écriture, et je me suis dit quand je la rencontrerai, je la verrai. Et Galatea, elle avait vraiment la malice et la coquinerie de Miralles et la pudeur de Dog. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant chez elle. Et puis c'est une actrice extrêmement brillante. Et voilà, très belle. Formidable. Tu la kiffes? Oui. Et je la kiffe aussi. Tout à l'heure, j'ai fait une dithyrambe sur Raphaël. J'avais en fait la même chose aussi pour Anthony, que j'avais beaucoup aimé dans Teddy. Voilà, c'était juste pour le glisser. J'avais aussi une question, mais on n'a pas trop le temps. C'était la question sur, je vous dis juste, sur ton rôle de transformation. Et dans Teddy, il y a évidemment une transformation physique en loup-garou. Et je trouve qu'ici, il y a aussi une transformation du personnage. Et c'est ça qui est aussi très très beau dans ta composition. Donc je voulais conclure là-dessus. Et si vous voulez, on peut continuer dehors la discussion. En tout cas, un partout. Voilà. Bonne fin de festival. Merci, bravo pour le film. Merci à vous 3, 4.